J'avais 27 ans quand mon frère, Thomas, a lancé sa start-up technologique. Il avait 31 ans, venait tout juste d'obtenir son MBA de HEC Paris, et était absolument convaincu d'être le prochain Xavier Niel. Innovat Tech Solutions allait révolutionner les logiciels de gestion de projets basés sur le cloud. Il avait les mots-clés à la mode, un pitch deck élégant et le genre de confiance qui faisait signer des chèques aux investisseurs. Il avait aussi la dévotion totale de nos parents. La société de Thomas va tout changer, avait annoncé papa lors du dîner du dimanche il y a 3 ans. C'est le genre d'innovation qui bâtit un patrimoine pour les générations futures, avait ajouté maman, rayonnante. Notre fils l'entrepreneur, PDG à 31 ans. J'étais assise au bout de la table, comme d'habitude, mangeant mes pâtes tranquillement. Je travaillais comme analyste de données dans une entreprise de taille moyenne, vivant dans un appartement modeste dans le 14e arrondissement, conduisant une vieille Clio de 10 ans. Pour eux, j'étais la plan-plan, la prudente, la fille qui avait choisi la stabilité plutôt que l'ambition. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je faisais du day trading depuis l'université, pas de manière imprudente, mais avec soin, étudiant méthodiquement les schémas et construisant des algorithmes. J'avais transformé mon cadeau de diplôme de 5 000 € en 50 000 € à 23 ans. À 25 ans, j'avais 400 000 €. À 27 ans, mon portefeuille valait 2,3 millions d'euros. J'avais appris à garder le silence. Chaque fois que je mentionnais un gain d'investissement, papa disait quelque chose comme « un coup de chance, la chance du débutant ». Quand j'avais suggéré que je comprenais les marchés financiers, Thomas m'avait littéralement tapoté la tête en disant « c'est mignon ». Mais il y a une différence entre jouer avec des actions et une vraie stratégie commerciale. Alors, j'avais arrêté d'en parler. J'avais continué à travailler à mon job ennuyeux, à vivre dans mon appartement modeste, et à construire mon portefeuille en silence. Quand Thomas avait annoncé qu'il levait une série A pour Innovat Tech, j'avais fait mes devoirs. J'avais analysé son modèle économique, étudié la concurrence, examiné son architecture technique. Le logiciel était en fait bon, pas révolutionnaire, mais solide, bien conçu, pratique. Avec le bon financement et une bonne exécution, il pouvait conquérir une part de marché significative. J'avais voulu investir, non pas parce que c'était mon frère, mais parce que c'était une excellente opportunité. J'avais vu de pires entreprises obtenir des valorisations de 100 millions d'euros. La start-up de Thomas avait un réel potentiel, mais je savais qu'il valait mieux ne pas l'approcher directement. Alors, j'avais créé une société écran, Cascade Venture SARL, et l'avais structurée par l'intermédiaire de ma conseillère en investissement, Patricia Lefebvre, chez Silverlake Capital. Patricia gérait mon portefeuille et comprenait le besoin de discrétion. Elle avait mis en place l'entité, déposé tous les documents nécessaires et s'était assurée que tout était parfaitement légal et séparé de mon identité personnelle. Puis, Patricia avait contacté l'équipe de levée de fonds de Thomas avec une offre d'investissement, 40 millions d'euros pour 28% des capitaux propres, une série A substantielle qui financerait entièrement son développement produit, son marketing et ses plans d'expansion pour les 3 prochaines années. Thomas était fou de joie. Un engagement de 40 millions d'euros de la part d'une entité de capital risque sérieuse. C'était plus qu'il n'avait espéré. L'accord avait été conclu en 6 semaines. Cascade Venture est devenu l'investisseur principal et l'actionnaire majoritaire d'Innovat Tech. Je suis devenue, en quelque sorte, la patronne de mon frère, et il n'en avait absolument aucune idée. C'était il y a 3 ans. Depuis, j'avais observé de derrière le voile de l'entreprise la croissance d'Innovat Tech. J'avais assisté aux réunions du conseil d'administration par vidéoconférence, ma caméra éteinte, sous l'étiquette Patricia Lefebvre, représentant Cascade Venture. J'avais examiné les rapports trimestriels, approuvé les budgets et guidé les décisions stratégiques. Tout cela pendant que Thomas pensait qu'il rendait compte à une firme d'investissement anonyme. L'entreprise avait bien marché, pas de manière spectaculaire, mais régulièrement. Les revenus étaient passés de 0 à 18 millions d'euros par an. Ils avaient capturé 3% de leur marché cible. La rétention des utilisateurs était forte. Les fondamentaux étaient solides. Mais l'ego de Thomas avait grandi plus vite que ses revenus. Chaque dîner de famille devenait un « best-of » de Thomas. Nous venons de signer Microsoft en tant que client.
Forbes nous a mentionné dans leur liste des startups technologiques à suivre. Je parlerai à 3 conférences le mois prochain. Papa rayonnait de fierté. Maman montrait à tout le monde des photos sur son téléphone, mon fils le PDG. Je souriais et hochais la tête, posant des questions polies tout en relisant intérieurement les rapports financiers qui racontaient une histoire plus complète. Oui, Microsoft était un client. Un très petit programme pilote d'une valeur de 50 000 € par an. Oui, Forbes les avait mentionnés dans une liste de 50 startups, en une phrase. Oui, Thomas parlait à des conférences, principalement parce que j'avais approuvé le budget marketing qui payait les places de parrainage. Rien de tout cela ne diminuait le succès de l'entreprise. Mais ce n'était pas l'histoire de la licorne que Thomas présentait à la famille. Le point de rupture est arrivé lors du dîner d'anniversaire de maman le mois dernier, le 15 novembre. Toute la famille était réunie dans un restaurant de grillades chic. Thomas avait insisté pour offrir. Il était arrivé dans une nouvelle Tesla Model S, portant une montre Breitling, avec le genre d'arrogance qui mettait les serveurs mal à l'aise. L'entreprise marche incroyablement bien, avait-il annoncé pendant les apéritifs. Nous préparons notre série B. On vise une valorisation de 200 millions d'euros. Papa avait sifflé, 200 millions, Thomas. C'est extraordinaire. Nous sommes en pourparlers avec plusieurs grandes sociétés de capital risque, avait poursuivi Thomas. Sequoia est intéressé. André Horowitz a envoyé des signaux. C'est la cour des grands maintenant. J'étais restée silencieuse, coupant ma viande, car je connaissais la vérité. Nous ne préparions pas de série B. Notre rythme de consommation de trésorerie était trop élevé, notre croissance trop lente. La valorisation de 200 millions d'euros était le fantasme de Thomas, pas la réalité du marché. Et Sequoia et André Horowitz n'avaient pas envoyé de signaux. Leurs analystes juniors avaient eu de courtoises réunions café qui n'avaient mené à rien. Mais j'avais appris à ne pas le corriger lors des dîners de famille. Puis Thomas s'était tourné vers moi. Et toi, tu es drôlement silencieuse. Pas impressionné par le succès de ton grand frère? C'est impressionnant, avais-je dit simplement. Elle ne comprend pas vraiment les affaires de la tech, avait dit maman en s'excusant. C'est très complexe, en fait, avais-je dit prudemment. Je suis le marché des logiciels cloud d'assez près. C'est fascinant comme. Ah oui, ton petit hobby boursier, m'avait interrompu Thomas, souriant. Comment ça va? Tu as déjà fait ton premier million? Il l'avait dit comme une plaisanterie, comme si l'idée que j'ai de l'argent sérieux était absurde. Je me débrouille, avais-je répondu. Manon travaille dur, avait dit papa avec ce ton apaisant qui signifiait en fait, amusons-la un peu. L'analyse de données est une carrière solide. Solide, avait répété Thomas, avec un sourire en coin. C'est une façon de le dire. Écoute, Manon, il n'y a rien de mal à avoir un emploi stable. Tout le monde n'est pas fait pour le monde des startups. Il faut une certaine tolérance au risque, une vision, un état d'esprit agressif. Tu es plutôt une joueuse stable, et c'est bien. J'avais pris une gorgée d'eau et n'avais rien dit. Puis Thomas avait lâché la bombe. En fait, en parlant d'investissement, tu n'avais pas mentionné vouloir investir dans InnovatTech quand nous commencions. J'avais figé. J'aurais pu le mentionner, oui. Il avait ri. Je me souviens. Tu avais proposé genre 5 000 € ou quelque chose comme ça. Ton fonds d'investissement, point. Il avait fait des guillemets avec les doigts, souriant à nos parents. C'était plus que ça, avais-je dit doucement. Oh, pardon. C'était 10 000 €? Quoi qu'il en soit, tu sais, on apprécie l'intention, mais InnovatTech n'est pas vraiment conçu pour les petits investissements personnels. Nous travaillons avec des sociétés de capital risque professionnels, des investisseurs institutionnels, des gens qui comprennent comment fonctionnent les séries de financement, les structures d'actionnariat, la gouvernance du conseil. Sans offense, mais ce n'est tout simplement pas la même catégorie que de jouer avec des actions pendant ta pause déjeuner. Maman avait hoché la tête avec sympathie. Thomas a raison, chérie. Sa société traite avec des investisseurs très sophistiqués. Ce n'est pas vraiment approprié pour de l'argent personnel. Je comprends l'investissement sophistiqué, avais-je dit, en gardant ma voix égale.
Je suis sûr que tu le comprends à ta manière, avait dit Thomas, d'un ton condescendant. Mais il y a une différence entre acheter des actions Apple et structurer un accord de capital risque de plusieurs millions d'euros. Nous parlons de due diligence, de term sheets, de siège au conseil, de préférence de liquidation. C'est une affaire sérieuse. Je suis au courant des term sheets, avais-je commencé. Manon, écoute, m'avait coupé Thomas, se penchant en avant avec cette expression insupportable de grand frère. Je t'aime. Tu es ma sœur. Mais tu dois comprendre, je ne peux pas mélanger l'argent de la famille avec les affaires. C'est compliqué. Et honnêtement, je ne pense pas que tu serais à l'aise avec le genre de risque que nous prenons. Ce n'est pas de l'argent sûr et stable de 9h à 17h. C'est une stratégie de croissance agressive. Nous brûlons du capital pour évoluer rapidement. Ce n'est pas le genre de choses qu'une personne avec ton approche conservatrice comprendrait. Conservatrice, avais-je répété. Réfractaire au risque, avait-il clarifié, ce qui est intelligent pour toi. Tu aimes ton travail sûr, tes investissements sûrs, ta vie sûre. Il n'y a rien de mal à cela, mais ne confonds pas cela avec ce que nous faisons chez InnovatTech. Nous jouons un tout autre jeu. Papa avait levé son verre à Thomas et à InnovatTech. Que la série B soit tout ce que tu espères. Tout le monde avait trinqué. J'avais levé mon verre machinalement, mon esprit en ébullition. J'avais supporté cela pendant 3 ans. 3 ans à être condescendu, ignoré, traité comme si je ne pouvais pas comprendre les concepts commerciaux de base. Alors que je possédais littéralement 28% de son entreprise, alors que je contrôlais littéralement son financement, alors que je siégeais littéralement à son conseil d'administration sous un pseudonyme d'entreprise. La rage avait été silencieuse mais absolue. Après le dîner, j'étais rentré chez moi, dans mon appartement modeste, et j'avais ouvert mon ordinateur portable. J'avais sorti la documentation de Cascade Venture, l'accord d'actionnaire, les termes de financement, les clauses de liquidation. Puis j'avais appelé Patricia. Patricia, c'est Manon. J'ai besoin de planifier un appel avec Thomas Dubois, PDG d'InnovatTech. Affaire du conseil, bien sûr. Quel est l'ordre du jour ? J'avais fait une pause, pensant à 3 ans de condescendance. 3 ans à me faire dire que je ne comprenais rien aux affaires alors que je finançais toute son opération. 3 ans à le regarder s'attribuer le mérite d'un succès que mon argent avait bâti. Examen des investissements, avais-je dit. J'envisage de liquider notre position. Il y avait eu un long silence au téléphone. Manon, vous êtes l'actionnaire majoritaire. Si Cascade se retire, InnovatTech perd sa principale source de financement. Ils auraient peut-être 4 mois d'autonomie avant de devoir fermer ou trouver un financement d'urgence. J'en suis consciente. Êtes-vous sûr de cela ? J'avais pensé au sourire en coin de Thomas, à son ton condescendant, à sa certitude absolue que j'étais trop petite, trop prudente, trop au plan-plan pour jouer dans son monde. Organiser l'appel, avais-je dit. 2 jours plus tard, Thomas était assis dans la salle de conférence d'InnovatTech pour sa réunion trimestrielle du conseil d'administration. J'avais regardé via le lien vidéo, ma caméra éteinte comme d'habitude, pendant que Patricia rejoignait l'appel. « Bonjour, Monsieur Dubois », avait dit Patricia professionnellement. « Merci de nous rejoindre. Je crains que nous ayons des questions préoccupantes à discuter concernant l'investissement de Cascade Venture dans InnovatTech. » Thomas avait eu l'air confus. Préoccupant ? Je pensais que les résultats du 3e trimestre étaient solides. Les revenus ont augmenté de 12% d'une année sur l'autre. Nous atteignons nos objectifs. Votre performance financière est acceptable, avait interrompu Patricia. Cependant, Cascade Venture effectue un examen de portefeuille et nous avons des préoccupations concernant la trajectoire de l'entreprise et le jugement stratégique de la direction. Le jugement de la direction ? L'expression de Thomas était passée de la confusion à la défensive. De quoi parlez-vous ? Nous exécutons exactement selon le plan. Nous sommes sur la bonne voie pour les discussions de série B le trimestre prochain. Monsieur Dubois, nous devons être francs. Vos projections de série B sont irréalistes. Votre objectif de valorisation de 200 millions d'euros n'est pas soutenu par vos métriques actuelles.
Votre rythme de consommation de trésorerie est préoccupant. Et franchement, nous avons des questions sur les décisions d'allocation de capital. Thomas était devenu rouge. Quelle décision? Nous avons été totalement transparents. Chaque dépense est documentée. Votre Tesla, votre package de rémunération des dirigeants, les parrainages de conférences, les bureaux haut de gamme. Ce ne sont pas des utilisations efficaces du capital risque pendant une phase de croissance. Ce sont des dépenses standards pour un PDG de start-up. Tous les fondateurs de tech ne sont pas financés par Cascade Venture, avait dit Patricia. Nous avons des attentes spécifiques en matière de discipline du capital, des attentes qui, selon nous, ne sont pas satisfaites. J'avais observé le visage de Thomas passer par des émotions, confusion, colère, peur. Il avait construit toute son identité autour du fait d'être un PDG de start-up à succès. L'idée que son investisseur principal soit mécontent ne lui était visiblement jamais venue à l'esprit. D'accord, avait dit Thomas en forçant le calme. S'il y a des préoccupations, abordons-les. Nous pouvons ajuster les dépenses. Nous pouvons réviser les projections. Qu'avez-vous besoin de nous? Nous devons discuter si Cascade Venture souhaite maintenir notre position d'investissement, avait dit Patricia. Le silence était assourdissant. Maintenir? Vous voulez dire que vous envisagez de vous retirer? Nous évaluons toutes les options, y compris la liquidation de notre participation. Vous ne pouvez pas. Cela détruirait l'entreprise. Nous dépendons de votre financement pour les opérations. Si vous retirez 40 millions d'euros. Nous sommes conscients des implications, Monsieur Dubois, c'est pourquoi nous avons cette conversation. Nous avons besoin de l'assurance que la direction prend notre investissement au sérieux. Je le prends au sérieux. Cette entreprise est ma vie. Tout ce que j'ai bâti. Son téléphone avait sonné. Il avait jeté un coup d'œil, irrité. Je dois prendre ça. C'est ma banque. Allez-y, avait dit Patricia. Thomas avait répondu, le mettant sur haut-parleur. C'est Thomas Dubois. Monsieur Dubois, c'est David Moreau de la Banque Pacific Trust. Je vous appelle concernant votre ligne de crédit professionnel. Nous avons été informés de changements potentiels dans la structure du capital de votre entreprise et nous devons discuter de vos conditions de crédit immédiatement. Thomas était devenu pâle. Changement? Quel changement? Nos clauses exigent une notification de tout changement matériel dans la composition des investisseurs. Nous avons reçu des informations suggérant que votre investisseur principal pourrait se retirer. Est-ce exact? Nous sommes juste en discussion. Monsieur Dubois, si votre investisseur de série A liquide sa position, votre ligne de crédit sera immédiatement exigible. C'est 8 millions d'euros que vous devrez rembourser dans les 30 jours. Thomas avait regardé l'écran vidéo où le nom de Patricia était affiché, son expression paniquée. C'est un malentendu. Patricia, Madame Lefebvre, nous pouvons arranger ça. Nous devrons voir des changements significatifs, Monsieur Dubois, avait dit Patricia fermement. Un autre téléphone avait commencé à sonner. Celui de Thomas cette fois. Il avait regardé l'écran, sa main tremblant légèrement. C'est notre directeur financier. Répondez, avait dit Patricia. Thomas avait basculé les appels. Brian, qu'est-ce qui ne va pas? Thomas, je reçois des appels de 2 de nos clients majeurs. Ils posent des questions sur la stabilité de l'entreprise. Quelqu'un leur a dit que notre investisseur principal pourrait se retirer. Microsoft menace de suspendre notre contrat en attendant des éclaircissements. Qu'est-ce qui se passe? Comment ont-ils su? La nouvelle circule vite dans les milieux tech. C'est vrai? Cascade Venture se retire? Thomas avait l'air de vouloir vomir. Nous sommes en discussion, des discussions de réalignement stratégique. Réalignement stratégique? Thomas, si nous perdons notre financement principal, c'est fini. Nous avons 4 mois de fonds, peut-être moins. Nous ne pouvons pas lever une série B d'urgence dans ce laps de temps. Tout le monde saura que nous sommes désespérés. Nous aurons des conditions terribles, voire aucune condition. Je sais ça, avait claqué Thomas. Je gère ça.
Il avait raccroché et avait fixé l'écran vidéo. Patricia, mademoiselle Lefebvre, s'il vous plaît, parlons-en rationnellement. Qu'avez-vous besoin? Que faut-il pour que Cascade reste investie? J'avais désactivé mon microphone pour la première fois en 3 ans de réunion du conseil. Bonjour, Thomas. Son visage était devenu vide. Qui? C'est Manon. Je l'avais regardé traiter la voix. Confusion. Reconnaissance. Incrédulité totale. Manon. Qu'est-ce que tu... Pourquoi es-tu sur cet appel? Parce que je suis Cascade Venture, avais-je dit simplement. Je suis votre investisseur principal. Je possède 28% de votre entreprise. Je la possède depuis 3 ans. Le silence s'était étiré si longtemps que j'avais cru que l'appel avait gelé. Ce n'est pas possible, avait finalement dit Thomas. Cascade est une société de capital risque, une vraie, avec un soutien institutionnel. Cascade est une société écran que j'ai créée par l'intermédiaire de ma conseillère en investissement. C'est mon argent, Thomas. Les 40 millions d'euros. Le mien. Tu n'as pas 40 millions d'euros? J'en ai 47 millions actuellement. J'avais 52 millions quand j'ai investi en toi. J'ai réalisé environ 5 millions de profits sur d'autres investissements depuis, et la valeur des capitaux propres de ton entreprise a augmenté d'environ 7 millions. Donc, ma participation dans InnovatTech vaut maintenant environ 47 millions d'euros au total. Il avait fixé l'écran comme si je parlais une autre langue. C'est impossible. Tu travailles en analyse de données? Tu vis dans ce petit appartement? Tu conduis une Clio de 10 ans? Oui, parce que je préfère investir mon argent plutôt que de le dépenser dans des Tesla et des montres Breitling. Comment as-tu? Ça n'a pas de sens. J'ai tradé depuis l'université, Thomas. J'ai construit mon portefeuille de 5 000 euros à 2,3 millions d'euros au moment où tu as lancé InnovatTech. Quand tu avais besoin de financement en série, j'ai vu une bonne opportunité d'investissement. Alors, j'ai créé Cascade, financé ton entreprise, et pris un siège au conseil. J'ai été Patricia Lefebvre représentant Cascade Venture à chaque réunion trimestrielle pendant 3 ans. Patricia avait désactivé son micro. Je suis la vraie Patricia Lefebvre, Monsieur Dubois, la conseillère en investissement de Manon. J'ai représenté ses intérêts comme demandé. Tout était parfaitement légal et correctement documenté. Thomas s'était effondré sur sa chaise. Tu étais au conseil. Tu étais mon investisseur principal tout ce temps? Oui. Pendant que nous, au dîner de famille. Son visage était passé du choc à l'horreur alors qu'il rejouait 3 ans de conversation. Chaque commentaire dédaigneux, chaque leçon condescendante sur les affaires. Chaque fois qu'il m'avait expliqué des concepts de base comme si j'étais une enfant. Pendant que tu me disais que je ne comprenais pas l'investissement sophistiqué, avais-je terminé. Pendant que tu te moquais de mes petites économies. Pendant que tu expliquais que j'étais trop réfractaire au risque pour les affaires sérieuses. Oui. Pendant tout ça. Oh mon Dieu. Les discussions de série B dont tu te vantes, elles ne mènent nulle part, Thomas. Tes projections sont gonflées. Tes attentes de valorisation sont irréalistes, et tes habitudes de dépenses préoccupent tout investisseur sérieux. La Tesla a été achetée avec du capital risque destiné au développement produit. La montre a été achetée le même mois où tu as coupé le budget de formation de l'équipe du service client. Les bureaux haut de gamme coûtent plus cher chaque année que les salaires de 3 développeurs juniors. Tu as dépensé mon argent comme s'il était illimité tout en me traitant comme si j'étais trop stupide pour comprendre la finance de base. Son visage était passé du pâle au rouge. Je ne savais pas. Cela n'améliore rien, Thomas. Cela empire les choses. Tu m'as traité de cette façon parce que tu croyais sincèrement que j'étais inférieur à toi financièrement et intellectuellement. Le fait que je finançais secrètement toute ton opération tout ce temps prouve à quel point tu te trompais. Un autre appel était arrivé sur le téléphone de Thomas. Il l'avait ignoré. Que veux-tu, avait-il demandé doucement. Vas-tu vraiment liquider? Détruire l'entreprise? Je m'étais penché en arrière sur ma chaise, réfléchissant. 3 ans de condescendance,
3 ans de dîner de famille où j'étais la fille plan-plan, prudente, sans succès, tandis qu'il était l'entrepreneur visionnaire. 3 ans à être traité avec condescendance par quelqu'un dont l'entreprise n'existait que grâce à mon argent. Je ne vais rien détruire, avais-je dit finalement. Malgré ce que tu penses de moi, je suis en fait une assez bonne investisseuse. Je ne prends pas de décisions émotionnelles avec des positions de 47 millions d'euros. Alors quoi? Mais les choses vont changer. Premièrement, tes dépenses seront auditées. Chaque dépense personnelle imputée à l'entreprise sera examinée. La Tesla, tu l'achètes personnellement ou tu la rends. La montre, dépense personnelle. Les parrainages de conférences qui ne sont en réalité que des places de parole de vanité. Coupé entièrement. Thomas avait hoché la tête frénétiquement. Fait. Absolument. Deuxièmement, ton package de rémunération sera restructuré. Tu te paies actuellement 280 000 euros par an plus les actions. Cela descend à 180 000 euros jusqu'à ce que les revenus atteignent 25 millions d'euros. Tu veux l'argent d'un fondateur de start-up? Atteins les métriques d'un fondateur de start-up. Oui. Troisièmement, tu auras un vrai directeur des opérations. Quelqu'un avec de l'expérience opérationnelle qui pourra maîtriser tes dépenses et mettre en œuvre des contrôles financiers réels. J'approuve l'embauche et le cabinet de recrutement. Tu n'as pas de droit de veto. Compris. Quatrièmement, le fantasme de la série B à 200 millions d'euros prend fin maintenant. Nous allons construire une entreprise durable avec des projections réalistes. Si cela signifie une croissance plus lente, tant mieux. Je préfère posséder 28% d'une entreprise valant 100 millions d'euros que 28% d'une entreprise valant 0 parce que tu as brûlé du capital à la poursuite de valorisation de licorne, n'est-ce pas? Ça a du sens. Et cinquièmement, avais-je dit, ma voix s'endurcissant, tu vas dire la vérité à nos parents. Tout. Que je suis ton investisseur principal. Que j'ai financé ton entreprise depuis le début. Que ton succès est bâti sur mon capital, pas seulement sur ta vision. Et tu vas le faire au dîner de ce dimanche, devant tout le monde. Thomas avait fermé les yeux. Et c'est. Faut-il vraiment? Ce sont mes conditions, avais-je dit platement. Accepte-les ou je liquide ma position demain et tu pourras expliquer à maman et papa pourquoi ton entreprise s'est effondrée. J'accepte, avait-il dit immédiatement. Tout. J'accepte. Bien. Patricia t'enverra les accords mis à jour. Signe-les avant la fin de la journée de vendredi. Je le ferai. Puis-je juste dire que je suis désolé? J'étais un connard. J'avais complètement tort à ton sujet. Oui, avais-je convenu, tu l'étais. Mais tu peux commencer à réparer ça dimanche. J'avais raccroché et m'étais assise dans mon appartement, les mains tremblantes légèrement d'adrénaline. 3 ans d'identité cachée révélée en 15 minutes. 3 ans de contrôle secret mis en lumière. Le dîner du dimanche était chez papa. J'étais arrivé tôt, m'installant à ma place habituelle au bout de la table. Thomas était arrivé l'air de vouloir vomir, ce qui me procura une certaine satisfaction. Maman avait commencé sa routine habituelle. Thomas, chéri, comment va l'entreprise? Des nouvelles de cette série B? Thomas m'avait regardé. J'avais légèrement haussé les sourcils. En fait, maman, papa, tout le monde, j'ai quelque chose à vous dire sur l'entreprise, sur la façon dont elle a été financée. Papa avait relevé la tête. Oh, un nouvel investisseur arrive? Non, un vieil investisseur. L'investisseur d'origine. En fait, Thomas avait pris une grande inspiration. Il y a 3 ans, quand je levais ma série A, j'ai obtenu un engagement de 40 millions d'euros d'une entité de capital risque appelée Cascade Venture. C'est notre principale source de financement depuis le lancement. C'est ce qui a bâti l'entreprise. Nous savons ça, chérie, avait dit maman. Ce que vous ne savez pas, c'est qui est Cascade Venture. Il m'avait regardé directement. C'est Manon. Manon a créé Cascade comme une société écran et a investi son propre argent, 40 millions d'euros de son propre argent. Elle possède 28% d'Innovatech. Elle est membre du conseil d'administration depuis 3 ans. Elle n'est pas seulement ma sœur, elle est ma patronne.
La table était devenue complètement silencieuse. Papa m'avait regardé. Manon, tu as 40 millions d'euros? J'ai environ 47 millions actuellement, avais-je corrigé. Mon portefeuille a bien marché. Mais tu travailles comme analyste de données? Je travaille comme analyste de données parce que j'aime le travail et que c'est flexible, avais-je dit. Mais j'investis depuis l'université. Des trading algorithmique, actions de croissance, un peu de crypto au début. J'ai construit le portefeuille au fil du temps. Maman semblait incapable de le comprendre. Tu n'as jamais rien dit. J'ai essayé. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné avoir gagné 50 000 euros sur une action tech à mes 20 ans? Papa a dit que c'était la chance du débutant. Quand j'ai suggéré que je comprenais les marchés financiers, Thomas m'a tapoté la tête et a dit que c'était mignon. Thomas avait tressailli, alors j'avais arrêté d'en parler. J'ai continué, avais-je poursuivi. J'ai continué à construire mon portefeuille en silence. Et quand Thomas a eu besoin de financement en série, j'ai vu une bonne opportunité d'investissement. Alors je l'ai financé anonymement par l'intermédiaire d'une société écran parce que je savais que si j'offrais directement, vous le rejetteriez tous comme mon petit hobby d'investissement avec mes petites économies. Petites économies, avait répété Thomas d'une voix creuse. C'est exactement ce que j'ai appelé ça au dîner d'anniversaire de maman. Tes petites économies? Tu l'as fait? J'avais acquiescé. Juste avant que tu m'expliques que je ne comprenais pas l'investissement sophistiqué ou les termes cheats ou comment fonctionnent les affaires sérieuses, alors que je possède littéralement 28% de ton entreprise et que je suis au conseil depuis 3 ans. La table avait éclaté. Papa posait des questions sur ma stratégie de portefeuille. Maman exigeait de savoir pourquoi j'avais caché cela. Ma tante demandait si j'étais vraiment riche. Thomas était assis en silence, fixant son assiette. Pourquoi ne nous as-tu pas dit, avait finalement demandé papa. Parce que vous ne m'auriez pas cru, avais-je dit simplement. Ou vous auriez pensé que j'exagérais ou que j'avais eu de la chance ou que je ne l'avais pas vraiment gagné. Vous me croyez à peine maintenant et Thomas est là pour confirmer chaque mot. Je t'aurais cru, avait faiblement protesté papa. Papa, tu m'as qualifié de sûrement employé à Noël dernier comme si c'était une douce critique. Thomas a littéralement dit il y a 2 semaines que j'étais trop réfractaire au risque pour les affaires sérieuses. Vous avez tous passé des années à me traiter comme si je jouais avec de l'argent de Monopoly pendant que Thomas bâtissait une vraie entreprise. Sauf que la vraie entreprise de Thomas n'existe que grâce à mon argent de Monopoly. Thomas avait finalement parlé. Elle a raison. Tout ce qu'elle dit est vrai. J'ai été un connard arrogant. Nous l'avons tous été. Et Manon n'est pas juste une personne qui a du succès. Elle a plus de succès que moi, que n'importe lequel d'entre nous. Elle est brillante dans ce domaine. Et nous ne l'avons même jamais remarqué parce que nous étions trop occupés à supposer qu'elle était exactement ce qu'elle semblait être en surface. Je ne comprends pas, avait dit maman. Pourquoi vivre dans ce petit appartement? Pourquoi conduire cette vieille voiture si tu as ce genre d'argent? Parce que je l'investis, avais-je expliqué. Chaque euro que je ne dépense pas dans une voiture de luxe est un euro qui s'accumule sur le marché. Warren Buffett vit toujours dans la maison qu'il a achetée en 1958. Ce n'est pas de la pauvreté. C'est une stratégie. Papa m'avait regardé différemment, pas avec dédain, pas avec apaisement, mais avec un respect réel. Peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte. Manon, avait-il dit lentement. Je te dois des excuses. Des vraies. Je t'ai considérablement sous-estimé. Nous l'avons tous fait, avait ajouté Thomas. Et je suis désolé pour tout. Chaque commentaire dédaigneux, chaque explication condescendante, chaque fois que je t'ai fait te sentir petite. Tu as maintenu mon entreprise en vie. Et je t'ai traité comme si tu ne pouvais pas comprendre un bilan. Tu ne pouvais vraiment pas, avais-je demandé avec insistance. Il avait souri légèrement. Apparemment, pas aussi bien que toi. La conversation avait alors changé. Papa posait des questions sur les stratégies d'investissement. Maman voulait savoir comment j'avais appris à trader. Tout le monde s'intéressait soudainement à ma carrière ennuyeuse, à mes choix prudents et à mon mode de vie modeste. La dynamique de pouvoir avait complètement changé. Pas seulement avec Thomas,
mais avec toute la famille. Je n'étais plus la cadette ignorée. J'étais le génie secret qui avait financé tout l'empire de son frère pendant qu'il la traitait avec condescendance. Plus tard, Thomas m'avait rattrapé dans la cuisine. Manon, pour de vrai. Ça va? L'entreprise? Je veux dire, tu ne vas pas vraiment retirer le financement, n'est-ce pas? Pas si tu respectes les nouvelles conditions, avais-je dit. Coupe les dépenses inutiles, embauche le directeur des opérations, construis de manière durable. Fais ça et tout ira bien. Je le ferai. Je te le promets. Il fit une pause. Je suis vraiment désolé. J'étais tellement concentré sur le fait d'être celui qui réussissait que je n'ai jamais envisagé que tu l'étais déjà. Je sais, avais-je dit. Mais Thomas, ne me dis plus que tu comprends les affaires mieux que moi. Je possède littéralement ton entreprise. Il avait ri, mais c'était humble. Oui, j'ai bien reçu le message. L'histoire était entrée dans la légende familiale. La fois où Manon avait révélé qu'elle était secrètement riche et avait financé l'entreprise de Thomas tout ce temps. Elle était racontée à chaque réunion, à chaque fête, à chaque événement familial, parfois avec embarras, parfois avec fierté, toujours avec un certain sentiment d'incrédulité. L'entreprise de Thomas s'était stabilisée. Avec des contrôles financiers appropriés, des projections réalistes et des dépenses disciplinées, Innovatech était en fait devenue plus attractive pour les investisseurs. 6 mois plus tard, ils avaient réussi à clôturer une série B avec une valorisation de 120 millions d'euros. Pas le fantasme de 200 millions d'euros que Thomas avait voulu, mais un chiffre réaliste étayé par des métriques solides. Ma participation de 28% valait maintenant environ 34 millions d'euros. Un retour décent sur mon investissement initial de 40 millions d'euros, combiné aux dividendes que j'avais reçus. Pas spectaculaire, mais solide, durable, et je n'étais plus le membre invisible de la famille. J'étais Manon Dubois, l'analyste de données qui avait transformé 5 000 euros en 50 millions d'euros et financé l'entreprise technologique de son frère sans qu'il le sache. Au dîner de Noël cette année, Thomas s'était levé avec son verre de vin. « Je veux porter un toast », avait-il dit. À Manon, ma sœur, mon investisseur principal et la personne la plus intelligente de cette famille, qui m'a appris que le succès ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend, et que la personne la plus silencieuse de la pièce pourrait être la plus puissante. Tout le monde avait levé son verre. J'avais souri, restant assise au bout de la table. Mon choix maintenant, pas une relégation. À Manon, avait-il chanté. J'avais pris une gorgée de vin et pensé à 3 ans de réunions secrètes du conseil. 3 ans à financer le rêve de mon frère pendant qu'il rejetait le mien. 3 ans à être sous-estimé alors que je détenais tout le pouvoir. À la famille, avais-je dit doucement. Puissions-nous tous apprendre à regarder un peu plus en profondeur. Thomas avait croisé mon regard à travers la table et avait hoché la tête. Une véritable reconnaissance, un vrai respect. Il n'avait fallu que 40 millions d'euros et un quasi-effondrement de son entreprise pour y arriver. Mais je suppose que certaines leçons sont coûteuses.